Le Burkina Faso, jadis secoué par l'effondrement sécuritaire et les déplacements massifs, semble connaître un tournant inattendu. Au nord du pays, où la peur avait vidé les routes, les signes d'une inversion commencent à se dessiner, les marchés réouvrent, les puits sont de nouveau fréquentés et plus d'1 million de personnes déplacées commencent à revenir. Mais ce retournement est-il durable ou simplement une illusion fragile ? Ibrahim Traoré, loin d'être une figure héroïque, joue un rôle central dans ce processus discret mais significatif. Pourtant, les changements observés sont-ils assez solides pour transformer durablement la réalité du terrain ? Cette évolution est-elle le début d'une nouvelle trajectoire pour le pays ? Ibrahim Traoré incarne l'espoir d'une transformation progressive du Burkina Faso, mais cette évolution s'accompagne de risques non négligeables. Le pays, marqué par des années d'insécurité, tente de se réorganiser à partir de gestes ordinaires qui, ensemble, peuvent dessiner une trajectoire stable. La promesse est simple. Les actions répétées, rouvrir les marchés, rétablir les écoles, assurer l'accès à l'eau, peuvent potentiellement redéfinir le quotidien dans une région longtemps dévastée. Cependant, ces avancées, bien qu'importantes, sont-elles suffisantes pour garantir un retour durable des déplacés ? Les autorités locales et internationales observent attentivement car chaque petit geste compte. Si l'inversion actuelle persiste, elle pourrait marquer un tournant historique pour la stabilité du pays. Mais à chaque étape, la peur d'un retour à la case départ plane. Ces signes de rétablissement peuvent-ils réellement se concrétiser en un changement pérenne ou risquent-ils de se transformer en simples moments fugaces ? Cette question est au cœur des attentes des Burkinabés, mais aussi des observateurs internationaux qui scrutent chaque développement avec une attention accrue. Le nord du Burkina Faso, autrefois dévasté par les violences et les déplacements massifs, connaît un phénomène presque inattendu. La réouverture des marchés, la fréquentation régulière des puits et le retour progressif des déplacés. Ces signes, bien que discrets, révèlent une dynamique plus large. Depuis plusieurs années, la région vivait dans une atmosphère de peur constante où les routes étaient coupées, les écoles fermées et les villages désertés. Les autorités locales confirment que plus d'1 million de personnes ont commencé à revenir, inversant ainsi une tendance jugée irréversible. Ce chiffre marque un seuil critique. Un territoire autrefois vidé commence à retrouver une densité humaine suffisante pour redevenir viable. Ce retournement n'est pas le fruit d'une opération spectaculaire, mais d'un processus méthodique, consistant à établir des conditions de sécurité minimales suivies d'une présence civile régulière. Ce sont les petits gestes quotidiens, comme la réouverture d'un marché ou la reprise des cours dans une école, qui permettent de mesurer l'avancée du processus. Ces actions, bien que modestes, sont des indicateurs de l'évolution fragile, mais prometteuse de la situation. Le retour des déplacés, loin d'être un acte isolé, représente un signal fort pour l'ensemble du pays. Cependant, il reste encore des questions sur la durabilité de cette transformation. Ces actions ordinaires peuvent-elles véritablement conduire à une normalisation à long terme ou sont-elles simplement une réponse provisoire à un problème complexe ? Ibrahim Traoré, acteur clé dans ce processus, apparaît davantage comme un facilitateur que comme un héros solitaire. La question qui demeure est, la stabilité retrouvée dans ces petites actions quotidiennes pourra-t-elle se maintenir face à d'éventuelles nouvelles crises ? Ibrahim Traoré, loin de représenter une figure héroïque traditionnelle, joue un rôle central dans cette transformation discrète mais fondamentale du Burkina Faso. En tant que leader, il n'apparaît pas dans des gestes spectaculaires, mais dans une continuité des actions quotidiennes. Sa gestion des crises repose sur un principe simple, instaurer des routines et des habitudes sûres, permettant ainsi à la vie quotidienne de reprendre sans que la peur ne dicte chaque décision. Dans le nord du pays, où les déplacements forcés ont laissé des communautés dispersées et fragiles, le retour progressif des déplacés devient un indicateur clé de la réussite de cette approche. Les familles ne reviennent pas par optimisme, mais parce qu'elles peuvent observer une amélioration tangible, des marchés rouverts, des écoles fonctionnant régulièrement, des puits accessibles sans escorte. Ces signes, bien que modestes, sont perçus comme des preuves tangibles de la stabilité croissante. Traoré, à travers cette stratégie, met l'accent sur la régularité plutôt que sur l'instantanéité.
La stabilité ne se construit pas par des déclarations grandioses, mais par des actions répétées et visibles dans la durée. Les premières retombées sont visibles. Les marchés attirent de nouveau les commerçants et les habitants, les écoles commencent à accueillir les enfants, et les familles, autrefois déplacées, commencent à établir un nouveau quotidien. La grande question reste de savoir si ces progrès se maintiendront dans le temps. La clé de ce processus réside dans la capacité à maintenir ces actions simples et régulières, sans les interrompre, et dans l'adaptabilité des communautés face aux défis imprévus. Le processus de stabilisation du Burkina Faso n'est pas né d'une grande révolution militaire ou d'une annonce spectaculaire. Au contraire, il a été activé par une série d'actions subtiles et méthodiques, pilotées par Ibrahim Traoré et ses équipes. La phase initiale a consisté à sécuriser les corridors essentiels. Des unités d'intervention rapides ont été déployées pour neutraliser les menaces immédiates et garantir la libre circulation des biens et des personnes. Ce n'était pas une conquête de territoire, mais plutôt une ouverture d'espace, une tentative de rétablir une certaine forme de prévisibilité dans des zones totalement fragmentées par les conflits. Après cette première phase, donc le processus s'est intensifié, la sécurisation a été suivie par l'installation d'unités civiles permanentes qui sont restées sur place pour restaurer la confiance des habitants. Ces équipes armées ont joué un rôle clé en arbitraire les litiges mineurs, en organisant les déplacements vers les puits et en facilitant la réouverture des écoles. L'objectif était de montrer que la sécurité pouvait être une réalité durable et non une simple opération temporaire. Ces petites actions ont permis aux familles de reprendre petit à petit leur routine. Les marchés ont rouvert, les familles ont recommencé à sortir sans escorte, et les écoles ont peu à peu retrouvé leur public. Chaque jour qui passait sans rupture visible renforçait la conviction que la stabilisation était possible. L'inversion des tendances s'est ainsi installée progressivement. Là où les routes étaient désertées, elles ont commencé à se remplir à nouveau de véhicules, de transporteurs et de cultivateurs. Là où les marchés étaient autrefois déserts, ils ont retrouvé leur bourdonnement, signe d'une reprise économique locale. Les écoles, même dans des conditions précaires, ont accueilli des enfants dont les parents avaient été contraints de fuir pendant des années. Ce retour des enfants à l'école est un indicateur fort. Il symbolise le retour à une certaine normalité, à une forme de prévisibilité dans le quotidien des familles. Cependant, cette transformation n'a pas été linéaire. Le retour des déplacés ne s'est pas effectué en masse, mais de manière prudente, par étapes. Chaque famille qui revenait validait implicitement le dispositif mis en place. À chaque retour, les signes de la stabilisation devenaient plus évidents et l'inertie sociale prenait forme. Les marchés réouvrent régulièrement, les familles ne doivent plus fuir à chaque alerte et les écoles continuent de fonctionner malgré des infrastructures parfois précaires. La confiance des habitants se renforce jour après jour. C'est ainsi que la dynamique de la stabilisation a pris forme. Une série de gestes ordinaires, mais essentiels, qui, ensemble, ont jeté les bases d'une transformation durable. Ibrahim Traoré, en tant que leader, n'a pas apporté de solution miraculeuse, mais il a su instaurer une architecture stable, construite sur la durée. La clé réside dans la continuité des actions, et non dans des mesures ponctuelles. Si la stabilité peut être maintenue dans la durée, elle pourra se propager dans tout le pays. Mais si ces signes d'amélioration viennent à être interrompus, tout risque de se désagréger rapidement. Les prochaines étapes détermineront si cette dynamique de transformation pourra se renforcer ou si elle sera mise à mal par des crises imprévues. Les indicateurs de la transformation en cours au Burkina Faso sont principalement qualitatifs, mais quelques chiffres clés apportent un éclairage crucial sur l'évolution de la situation. Le retour d'1 million de personnes déplacées est l'un des plus significatifs. Ce chiffre, confirmé par les autorités locales, marque un seuil critique. Plus d'1 million de Burkinabés ont commencé à revenir dans le nord du pays, un territoire qui avait été vidé de sa population il y a seulement quelques années. Ce retour des déplacés n'est pas spontané, il résulte d'un changement progressif des conditions de vie. En effet, plus de 70% des déplacés ont cité la réouverture des marchés et l'accès à l'eau sans escorte comme les principaux facteurs ayant motivé leur retour. Ce phénomène met en lumière l'importance de ces gestes simples mais fondamentaux dans la reprise de la vie locale. Le retour de la population n'est pas une simple statistique.
il se traduit par une transformation palpable sur le terrain. À Boulet-Doumoun, l'ouverture du premier marché a attiré 40 commerçants le premier jour, un chiffre qui a doublé en l'espace de 2 semaines. Ce phénomène est similaire dans d'autres régions où les marchés locaux connaissent un rebond. Ces chiffres illustrent non seulement un retour à la normale, mais aussi la réactivation d'une économie locale qui repose sur la régularité et la prévisibilité des échanges. En parallèle, les chiffres relatifs à la réouverture des écoles sont également significatifs. Selon les données disponibles, près de 60% des écoles du Nord ont rouvert en 2023 après des années de fermeture. Bien que ces écoles ne soient pas toutes équipées de manière optimale, elles accueillent à nouveau des milliers d'enfants. Le retour des élèves est un indicateur clé, car il témoigne de la capacité des familles à envisager l'avenir sans la peur constante de fuir à nouveau. L'accès à l'eau a également été un facteur déterminant dans ce processus. Plus de 80% des puits dans les zones récemment sécurisées sont de nouveau opérationnels. Ce chiffre, bien que modeste, marque une étape importante dans le processus de stabilisation. En effet, l'accès à l'eau sans escorte était l'une des principales préoccupations des familles à déplacer. La réouverture des puits et la possibilité d'aller chercher de l'eau sans être accompagné par des forces de sécurité ont renforcé la confiance des habitants dans la possibilité d'une vie ordinaire. Ces actions contribuent à diminuer progressivement le niveau de peur et de précaution dans les villages stabilisés. Cependant, malgré ces progrès, des défis restent à relever. La fragilité de cette stabilité est évidente dans les zones frontalières, où des attaques sporadiques continuent de perturber les efforts de stabilisation. Mais en dépit de ces obstacles, les chiffres témoignent d'une avancée significative. Le défi reste de maintenir ces progrès dans la durée, car chaque perturbation dans l'un de ces secteurs, marché, école, eau, pourrait remettre en cause les efforts déployés jusque-là. Les deux lectures majeures sur la situation au Burkina Faso divergent nettement quant à la nature et à la durabilité de la stabilisation observée. La première lecture, plus sceptique, soutient que cette transformation apparente n'est rien d'autre qu'une militarisation déguisée. Les partisans de cette perspective soulignent que l'augmentation du nombre de bataillons militaires déployés dans le pays, la centralisation accrue du pouvoir sous Ibrahim Traoré et le report des échéances politiques indiquent que le Burkina Faso pourrait glisser vers un régime autoritaire et une dépendance croissante à la force militaire. Les marchés réouverts, les familles qui reviennent et les écoles qui reprennent peuvent être vus, selon cette lecture, comme des résultats temporaires, fragiles et dépendants de la présence continue des forces armées. Ces éléments ne seraient que des symboles de pouvoir plutôt que des signes d'une véritable transformation sociale et économique. En d'autres termes, cette lecture considère les progrès comme étant extrêmement vulnérables au changement d'équilibre sécuritaire. Et si la présence militaire venait à diminuer, tout pourrait rapidement s'effondrer. La deuxième lecture, plus optimiste, affirme que la stabilisation observée ne peut pas être réduite à une simple militarisation. Elle s'appuie sur les comportements des habitants et sur les actions quotidiennes qu'ils sont désormais capables de reprendre sans la peur constante des violences. Selon cette perspective, la véritable mesure de la réussite ne réside pas dans la présence visible des militaires, mais dans la réouverture des marchés, le retour des élèves dans les écoles et l'accès régulier à l'eau. Ces indicateurs, selon les partisans de cette lecture, témoignent d'un changement réel dans la façon dont les Burkinabés vivent leur quotidien. Ce retour à la normale, bien que modeste, est vu comme un signe d'une résilience sociale et communautaire qui dépasse le simple maintien de la sécurité par la force. Le rôle de l'armée est considéré non comme un substitut à la vie ordinaire, mais comme un catalyseur de ce retour à une vie plus prévisible et organisée. Les deux lectures reposent sur des prémices différentes. La première s'appuie sur une analyse de la militarisation comme un facteur de fragilité, tandis que la seconde voit dans la continuité des gestes simples et dans la participation des communautés un indicateur de durabilité. Mais l'une comme l'autre s'accordent sur un point essentiel. La stabilité ne sera pérenne que si elle repose sur des gestes simples, visibles et répétés dans le temps.
L'avenir du Burkina Faso dépendra donc de la capacité des autorités à maintenir cet équilibre précaire et à renforcer les capacités locales de résilience sans recourir à une militarisation excessive. La situation au Burkina Faso, bien qu'encourageante, reste fragile. Un retournement silencieux est en train de se produire, mais il ne s'agit pas d'une victoire totale. Plutôt, une série d'indicateurs quotidiens se mettent en place, signalant une stabilisation possible, mais toujours incertaine. Le retour d'1 million de déplacés est un symbole fort, mais ce n'est pas un signe définitif de fin de la crise. Ce qui se passe au nord du pays, c'est une reconstruction discrète, sans annonce fracassante, portée par des gestes quotidiens, des marchés qui rouvrent, des puits accessibles, des écoles fonctionnelles, des familles qui commencent à revenir. Ces gestes, bien qu'anodins en apparence, créent une inertie sociale qui commence à rendre la situation plus stable. Les Burkinabés n'attendent plus seulement la sécurité imposée par les militaires, mais ils testent la normalité au jour le jour. Cependant, cette normalité peut-elle résister face à de nouveaux défis ? L'absence d'attaque majeure ne garantit pas la pérennité de cette transformation. Le véritable test sera de voir si les communautés peuvent maintenir ces gestes quotidiens malgré les tensions locales, et si ces signes d'amélioration peuvent se transformer en stabilité durable. Les conséquences de cette transformation discrète au Burkina Faso sont multiples et touchent différents aspects de la vie quotidienne. Tout d'abord, dans le secteur économique, la réouverture des marchés et la reprise des échanges locaux ont des effets immédiats. À Barcelogo, Gabou et Bouledoumoun, les étals de céréales, de légumes et de bétail attirent à nouveau des acheteurs réguliers, redynamisant ainsi les économies locales. Cette reprise n'est pas synonyme de prospérité soudaine, mais plutôt d'une réactivation des circuits courts essentiels à la survie des populations locales. Les artisans, mécaniciens et transporteurs commencent également à reprendre leurs activités malgré des conditions parfois précaires. Cette reprise est un signe tangible que les communautés réintègrent des routines ordinaires et que la vie économique reprend lentement son cours. Dans le domaine social, les effets sont encore plus tangibles. L'accès à l'eau sans escorte transforme profondément la mobilité, en particulier pour les femmes. La possibilité de puiser de l'eau sans crainte est un facteur de sécurité et d'autonomie essentiel. De plus, le retour à l'école, même dans des conditions difficiles, restructure les journées des familles. Les enseignants redeviennent des repères stables pour les enfants et les familles qui avaient été contraintes de fuir recommencent mais anticiper l'avenir sans la peur constante des violences. Cette transition modifie le rapport au risque et constitue un élément central de la stabilisation sociale. Enfin, au niveau de la sécurité, la densification sociale joue un rôle crucial. Plus il y a de retours de famille, plus les marchés se densifient, et plus la présence civile devient justifiée. Ce processus crée une inertie qui rend plus coûteuses les tentatives de perturbation par les groupes armés. Dans un sens, la densité sociale est devenue une forme de sécurité en soi. La stabilité ne repose plus seulement sur la force militaire, mais sur la participation active des communautés. Ces transformations ne garantissent pas une stabilité totale, mais elles rendent les perturbations futures plus difficiles à imposer. En parallèle, il faut noter que cette transformation ne se fait pas sans défi. Les zones frontalières demeurent des points de tension où les attaques sporadiques des groupes armés peuvent remettre en cause les efforts de stabilisation. Cependant, même dans ces zones, la résilience des communautés qui ont réintégré leurs habitudes quotidiennes devient un facteur clé. Ces familles ne fuient pas immédiatement à la moindre menace. Elles évaluent les risques, s'adaptent et attendent. Ce changement de comportement est un signe fort que la stabilisation pourrait à terme être durable. Dans les 6 à 12 prochains mois, plusieurs scénarios sont envisageables pour la situation au Burkina Faso. Ces trajectoires, bien qu'incertaines, dépendent principalement de la capacité à maintenir la continuité des gestes quotidiens et de la résilience des communautés locales. Le premier scénario est celui de la continuité modérée, où la dynamique actuelle se poursuit sans rupture majeure. Dans ce cas, les corridors sécurisés restent ouverts, les unités civiles demeurent dans les localités déjà stabilisées et les retours de famille se poursuivent à un rythme modéré.
Les marchés fonctionnent régulièrement, bien que de manière limitée, et les écoles maintiennent des horaires continus, parfois précaires. Les zones frontalières demeurent des points de tension, mais l'équilibre à l'intérieur du pays reste stable. La stabilisation progresse par paliers, avec des fluctuations locales, mais sans inversion globale. Ce scénario implique que les petites améliorations actuelles continuent à s'accumuler, renforçant peu à peu la stabilité, mais sans évolution rapide. Le deuxième scénario, plus optimiste, envisage une consolidation sans rupture des systèmes vitaux. Les puits restent opérationnels, les routes secondaires deviennent praticables sur des périodes plus longues et les écoles gagnent en régularité. Les coopératives locales et les réseaux d'entraide se renforcent, absorbant une partie des tensions quotidiennes. Les échanges intervillages reprennent, densifiant les marchés et réduisant la dépendance à une présence sécuritaire visible. Dans cette version, l'inertie sociale devient positive. Plus de familles reviennent, les marchés se diversifient et la sécurité devient en partie auto-entretenue. Les perturbations deviennent plus coûteuses et moins efficaces. Ce scénario implique une progression rapide vers une normalisation durable, où les actions locales soutiennent la stabilité, réduisant ainsi la dépendance à l'intervention extérieure. Le troisième scénario, plus fragile, envisage une perturbation ciblée, souvent venue des zones frontalières. Quelques incidents peuvent interrompre des services essentiels, provoquer de nouveaux déplacements temporaires ou forcer des redéploiements civils. Les villages isolés, dont la stabilisation repose sur une présence continue, seraient les plus exposés. Toutefois, même dans ce cas, les communautés qui ont réintégré des routines ont acquis une résilience nouvelle. Elles évaluent les risques avec plus de discernement, attendent plutôt que de fuir immédiatement. Ce scénario, bien que plus incertain, montre qu'un retour en arrière complet est moins probable. Même en cas de perturbation, la résilience des communautés et les habitudes récemment établies permettent de résister à des crises temporaires. Quel que soit le scénario qui se concrétisera, la question fondamentale reste: quelles conditions doivent rester vraies chaque jour pour que la dynamique se maintienne ? L'accès à l'eau, la régularité des écoles et le fonctionnement des marchés sont les critères clés à surveiller. Si ces conditions demeurent stables, la trajectoire actuelle pourrait bien se renforcer, transformant lentement mais sûrement la situation du pays. Pour les observateurs extérieurs, la situation au Burkina Faso peut sembler abstraite, voire éloignée des préoccupations immédiates. Cependant, les dynamiques observées sur le terrain renvoient à une expérience universelle, celle du moment où une communauté fragilisée commence à reprendre le contrôle de son quotidien petit à petit. Cette situation, bien qu'isolée géographiquement, résonne avec des contextes où les sociétés tentent de se reconstruire après des chocs prolongés. Les signes de stabilisation, même modestes, illustrent une vérité fondamentale. La résilience humaine ne repose pas sur des décisions politiques ou militaires spectaculaires, mais sur des actions simples et répétées. Ce retour à la normale, ce qu'il soit dans l'ouverture des marchés ou la reprise des activités de scolaire, est le reflet de la capacité de chaque individu à anticiper l'avenir sans être dicté par la peur. Les leçons à tirer de la situation au Burkina Faso sont également essentielles pour d'autres pays ou régions confrontés à des crises similaires. La stabilisation ne dépend pas uniquement de la force militaire ou des grandes politiques d'ocado et de sécurité, elle est avant tout un processus de réappropriation des gestes quotidiens. C'est dans ces gestes que réside la véritable stabilité. La question qui se pose est donc la suivante. Dans un monde où de nombreuses sociétés sont fragilisées par la violence et l'incertitude, comment pouvons-nous, en tant que citoyens, soutenir ces processus de reconstruction ? Quels gestes simples et quotidiens pourrions-nous adopter pour renforcer les communautés qui cherchent à rétablir la normalité après une période de chaos ? C'est dans cette dynamique que l'histoire du Burkina Faso, bien que locale, porte une résonance globale. Elle rappelle que la stabilité, loin d'être une abstraction politique, se construit chaque jour par des actions ordinaires, invisibles mais essentielles. La stabilisation du Burkina Faso, tout en étant un processus lent et fragile, offre des pistes concrètes pour d'autres contextes de reconstruction.
La première étape essentielle consiste à maintenir une présence civile continue dans les zones récemment sécurisées. Il est crucial que les unités d'intervention rapide ne se retirent pas immédiatement après la sécurisation initiale, mais qu'elles restent plusieurs semaines pour garantir la continuité des services essentiels, comme l'éducation et l'accès à l'eau. Ce maintien de la présence civile contribue à établir un climat de confiance, indispensable pour la stabilité à long terme. La deuxième étape consiste à assurer la fiabilité des systèmes vitaux. Les infrastructures essentielles, telles que les puits, les marchés et les écoles, doivent rester opérationnelles sans interruption. La réouverture régulière des marchés et l'accès stable à l'eau sont des conditions sine qua non pour que la population considère la situation comme suffisamment sûre pour retourner. Chaque rupture de service fragilise la confiance établie et peut entraîner un nouveau cycle de déplacement. Enfin, la cogestion communautaire doit être renforcée. Cela implique que les communautés locales prennent progressivement en charge la gestion des services de base en s'impliquant dans la résolution des conflits mineurs et l'entretien des infrastructures. Cette approche renforce la résilience locale et réduit la dépendance vis-à-vis de l'intervention extérieure. Les coopératives et les réseaux d'entraide communautaire jouent un rôle clé dans ce processus. Un repère simple pour mesurer cette progression est l'augmentation des retours familiaux et la stabilisation des activités économiques locales. Si ces étapes peuvent être maintenues, le Burkina Faso pourrait réussir à transformer ces petites victoires quotidiennes en une stabilité durable qui s'ancrerait dans le temps. À Boulay-Doumoukhoun, la scène d'une femme âgée qui rouvre son étal de mil au lever du jour résume parfaitement le retournement discret mais décisif du Burkina Faso. Ce geste quotidien, humble mais puissant, marque non seulement la réouverture d'un marché, mais aussi le retour à une vie ordinaire après des années d'incertitude et de peur. Dans son regard, il n'y a pas de triomphe, mais une sérénité retrouvée, une certitude que la vie peut, lentement mais sûrement, reprendre. Ce moment, comme tant d'autres à travers le pays, est un symbole de ce que la stabilité peut signifier pour ceux qui l'ont vécu comme une lointaine possibilité. La transformation du pays, que ce soit à Boulay-Doumoukhoun ou ailleurs, ne réside pas dans des grandes déclarations ou des annonces spectaculaires, mais dans la constance de ces gestes quotidiens, dans la réouverture des marchés, le retour des familles et la reprise des classes. Ibrahim Traoré, à travers sa gestion prudente et persévérante, n'a pas simplement assuré une présence militaire. Il a permis à la normalité de renaître, lentement mais sûrement. Et dans cette normalité retrouvée réside la vraie force de la stabilisation. Ce fil, ténu mais déterminé, entre dans le quotidien de chaque Burkinabé. La vraie victoire réside dans la possibilité de vivre sans peur. L'histoire du Burkina Faso, avec son retournement discret mais significatif, nous rappelle que la résilience humaine se trouve souvent dans les gestes les plus simples. Alors que le pays fait face à des défis de taille, chaque petit progrès, chaque retour d'une famille, chaque école qui rouvre est une victoire en soi. Mais la véritable question est, comment pouvons-nous, chacun à notre niveau, soutenir de telles transformations durables? La stabilisation d'un pays ne dépend pas uniquement des grandes actions politiques ou militaires, mais des petites victoires quotidiennes qui, ensemble, tissent une toile de résilience. Peut-être que, dans nos propres communautés, nous pouvons aussi réinventer des espaces de solidarité et de soutien mutuel, tout comme les Burkinabés qui, chaque jour, bâtissent leur avenir sur des gestes quotidiens. Et vous, comment pourriez-vous contribuer à créer des ponts de stabilité là où vous vous trouvez? Les petites actions de chacun, à l'échelle locale, peuvent avoir un impact mondial. Ensemble, façonnons un avenir où la normalité, la paix et la sécurité ne sont pas des rêves lointains, mais des réalités vécues au quotidien.